Merci aussi d'avoir fait l'effort de vous enfermer dans un cinéma. Vous en serez sans doute heureux avec le beau panel que nous rassemblons aujourd'hui. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on songeait à faire un séminaire, à consacrer un séminaire à la question des mémoires séfarades. C'est désormais chose faite et nous avons le plaisir, peut-être aussi l'honneur d'ailleurs de recevoir Guy Sidbon qui s'assied, qui arrive. Bonjour mon cher Guy. Voilà. Journaliste, éditorialiste bien connu, auteur de plusieurs ouvrages, je ne les rappelle pas ici. À ses côtés, Annie Dayan-Rosenman. Merci beaucoup d'être là aussi, chère Annie. Vous êtes professeur émérite de littérature. Vous avez beaucoup écrit justement dans le domaine qui va nous intéresser aujourd'hui, celui des mémoires séfarades. Vous avez notamment animé avec Michel Abitbol un séminaire de l'école des hautes études consacré aux mémoires des Juifs de Méditerranée, et vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs essais, dont les alphabets de la Shoah aux éditions du CNRS, et j'ajoute que vous avez contribué à un livre très intéressant auquel on se référera, qui avait été coordonné par Leïla Sebar, qui portait sur les enfances juives en Méditerranée musulmane. Tous les pays d'ailleurs sont représentés, un peu comme ici ce matin à la règle du jeu. Vous n'êtes pas représentant d'un pays, mais enfin vous êtes originaire du Maroc, et ceci a son importance. Guy, lui, bien sûr, est originaire de Tunisie, de Monastir, c'est même son adresse email. Je ne révèle aucun secret, mon cher Guy. À ma gauche, à ma droite, pour vous, chers amis, nous avons le grand plaisir aussi de recevoir pour la première fois à la règle du jeu Madame Paula Jacques, qui est productrice à France Inter, qui est écrivain, et qui vient de signer un très très beau roman, Au moins il ne pleut pas, aux éditions Stock, qui raconte justement, on va le dire avec les mots de Jacques Derrida, l'émigrérance d'une famille égyptienne vers la terre promise. C'est l'occasion bien sûr d'une réflexion très intéressante, une mise en abîme sur l'identité juive. Et enfin, last but not least, Benjamin Stora, qui est aujourd'hui un habitué de la règle du jeu, on en est d'ailleurs très heureux. Vous êtes le nouveau président du conseil d'orientation de la Cité de l'immigration, et vous signez aussi, ces jours-ci, un livre qui est une réflexion sur le thème, sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, les clés retrouvées, une enfance juive à Constantine, également aux éditions Stock, dans la collection Un ordre d'idées. C'est un très beau livre, très personnel, peut-être un pas de côté aussi par rapport au reste de l'œuvre, mais ça on va le voir dans un instant. Et sans transition, comme on dit en d'autres lieux, je vais céder la parole à Paula Jacques en lui demandant comment est-ce qu'on prend en charge dans l'écriture, en l'occurrence dans l'écriture littéraire, une question à la fois aussi épineuse et peut-être, disons, aussi personnelle, aussi subjective que la mémoire séfarade. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Comment est-ce qu'on prend en charge? D'abord, quand on écrit de la littérature, on n'a pas l'impression de s'astreindre à un devoir de mémoire. Et puis pour tout écrivain et pour tout romancier, il faut d'abord partir de ce que l'on a vécu, de ce que l'on sait. Et pour la plupart des romanciers aussi, en général, ils ont 3 ou 4 thèmes à leur œuvre. C'est une toute petite mosaïque prise généralement dans les primes émotions, les traumatismes, les blessures ou les bonheurs de l'enfance et de l'adolescence. Donc c'est tout naturellement que tous mes livres pratiquement ont d'abord mis en scène ma communauté originaire, c'est-à-dire les Juifs d'Égypte, à un moment très crucial qui est celui de l'expulsion par Nasser. On a là une communauté de 80 000 personnes qui se vit plutôt heureuse, bien que déjà en 1948, dès le déclenchement de la guerre avec la création de l'État d'Israël, il y a eu des pogroms en Égypte. Mais c'est une mémoire très très vite oubliée parce que la communauté égyptienne était très divisée en 2 parties. Il y avait les très très pauvres qui vivaient encore dans la ruelle juive, mais ils étaient de moins en moins nombreux. Et les autres qui s'étaient élevés socialement, qui avaient envoyé leurs enfants aux écoles de l'Alliance française, avaient gagné les beaux quartiers, habitaient de beaux appartements, faisaient de bonnes affaires, parlaient plusieurs langues et se considéraient comme une espèce d'élite juive et se considéraient comme des Européens d'une île
Donc voilà, première partie, je n'ai jamais écrit d'autobiographie, en fait, sauf peut-être mon premier roman, il y a beaucoup d'histoires de ma famille, mais tous mes autres romans sont baignés au fond de l'histoire de cette communauté, exubérante, un peu insouciante, ne sachant, quand il y a des problèmes politiques, ouvrant le parapluie pour ne pas s'en apercevoir. Et tous mes romans, par la suite, ont parlé soit de la disparition d'un monde, le départ d'Égypte, et l'arrivée, l'exil dans un autre monde généralement dur, pas forcément hostile, mais inconnu et un peu effrayant. Donc la question ne se pose pas comment on prend en charge, on fait simplement. Alors, en faisant, justement, se faisant, comme disait un philosophe célèbre, qu'est-ce que vous avez découvert sur la manière, justement, dont cet exode oublié, c'est le terme qui est employé par plusieurs historiens, l'exode oublié des Juifs hors des pays arabes, au moment des différentes indépendances, réfracte la question qui nous occupe aujourd'hui de l'identité séfarade. Mais j'en suis persuadée parce que si je prends l'exemple de ma famille, par exemple, moi, il se trouve que j'ai passé 3 années en Israël, mais quand je suis arrivée à l'âge de 13 ans en France, en rejoignant ma mère, mes tantes, il n'y avait plus d'hommes dans la famille, ils étaient tous morts de cancer. Enfin, c'est ce que je pensais, parce que en Égypte, il était de coutume que les jeunes femmes épousent des hommes beaucoup plus âgés qu'elles. Et ces hommes-là, pour la plupart, n'ont pas résisté à l'exil. Ils sont morts en Égypte, ils sont morts de cancer. Moi, quand j'étais petite fille, je voyais toutes mes tantes étaient veuves et j'étais persuadée que les femmes tuaient les hommes, qu'elles étaient maléfiques. Donc, quand je suis arrivée, j'ai vu tous ces gens qui vivaient dans une relative prospérité en Égypte, vivre dans des appartements minuscules, avec les toilettes sur l'escalier, s'adapter, travailler très durement. Ça a été le cas de ma mère, par exemple, une grande bourgeoise qui s'est retrouvée à travailler chez les Lubavitch. De hier, d'un monde complètement inconnu, exotique pour elle, ces religieux venus d'Europe de l'Est, avec des tire-bouchons, interdiction de se serrer la main entre hommes et femmes, nécessité de porter une espèce de foulard pour qu'on ne voit pas ses cheveux. Ma mère qui était une grande coquette. Néanmoins, on arrive, on gratte, on essaye de s'installer en France, et les Égyptiens ont cet avantage qu'ils sont comme des caméléons, parce que comme ils ont été frottés à des tas de cultures en France, ils s'adaptent peut-être plus facilement, mais en même temps, toutes les traditions sont conservées, c'est-à-dire qu'on mange la même chose, on parle de la splendeur d'Égypte, il y a la génération de la mère et des tantes qui parlent français parfaitement, en revanche, les grands-parents, ma grand-mère ne parle pas un mot de français, elle est analphabète, et il y a toujours cette espèce une sorte de schizophrénie, je dirais. Moi, c'est ce que j'ai senti chez mes tantes. On est complètement dans le présent de la France, mais en même temps, on n'arrive jamais à se sortir du pays où on était. Ce qui donnait lieu à des scènes très amusantes, très exubérantes. Moi, j'avais un peu honte quand ma mère et mes tantes faisaient une sortie au cinéma, par exemple. Elles refusaient de faire la queue, parce qu'on ne fait pas la queue quand on est une grande dame. Ou alors, elles faisaient des espèces d'esclandres devant le guichet. Voilà, j'avais tout le temps l'impression qu'elles étaient... En même temps, elle n'avait pas l'air de souffrir de cet exil, mais il imprégnait tout. Les regrets, la nostalgie, les coutumes, la lamentation sur la splendeur passée. Et donc, elles étaient vraiment des juives arabes transplantés en Europe, quoi. C'est comme ça que je le vivais. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première approche de notre sujet. Je me tourne vers Annie Dayan-Rosenman. Vous-même, vous consacrez de nombreux travaux. Pas des travaux d'ailleurs de fiction, mais plutôt des travaux de chercheuse de sciences humaines dans votre domaine, qui est l'enseignement de la littérature. Comment justement, là je vous pose la même question de cours, mais on va approfondir le sujet ensemble au fur et à mesure, comment justement l'écriture à laquelle vous vous livrez dans le champ des sciences humaines sur le sujet de la mémoire séfarade éclaire au fond la question plus large de l'identité juive. Alors, je ne sais pas si on entend. Oui. On vous entend bien, mais il faut bien parler dans le micro. Ils sont un peu contraignants, ces micros. Oui. Alors, je dois dire que ces travaux, d'ailleurs, avaient aussi pour but de m'éclairer moi-même, puisque, concernant la littérature, il y a quelque chose qui m'a toujours étonnée, ceci depuis des années, c'est que l'on parle maintenant de l'exode oublié des communautés juives sur le pourtour de la Méditerranée. Dans les années 70, 80, on n'en parlait pas. Et ce qui m'a interpellée, c'était que d'une certaine manière, la littérature, les écrivains ont fait le travail que les historiens n'avaient pas encore commencé à faire. C'est-à-dire qu'à la fin des années 70,
tout au long des années 80, on a une écriture mémorielle, une écriture de la nostalgie qui dit l'histoire et qui dit une histoire tragique souvent, en tout cas dramatique, mais, et c'est aussi cela qui me frappait, avec énormément d'humour, avec une sorte de pudeur qui fait qu'il y aura toujours le détail cocasse, amusant, qui fait sourire, alors que pourtant ce que l'on raconte est souvent a été très dur à vivre. Alors une première remarque, si je peux, c'est que cette histoire donc, dont on porte témoignage, on en porte témoignage à travers l'autobiographie. Et d'une certaine manière, cette mémoire, chacun d'entre nous la porte en lui, souvenirs d'enfance, souvenirs d'adolescence. Je crois que cette immense nostalgie, elle est due au fait que pour nous, adolescence, jeunesse et le pays perdu souvent se mêlent. Je parle des gens de notre génération. Je n'ai qu'à vous citer certains titres. Les jours innocents, Parfum des étés perdus, La mémoire de Moshe Rabbeinu, Adieu Babylone, Mémoire illettrée, La mémoire brisée des Juifs d'Afrique du Nord. C'est donc le projet, mais littérairement, on est devant un objet pour moi extrêmement intéressant, assez original. C'est-à-dire que si l'autobiographie clame le caractère unique d'une expérience, souvenez-vous, Rousseau, moi seul, mon expérience est unique. L'autobiographie pour les écrivains juifs d'Afrique du Nord et plus largement d'Égypte, alors j'allais dire que c'est un objet étrange, c'est une autobiographie collective. C'est-à-dire que l'écrivain et le porte-mémoire, il va retracer, je dirais, un passé, au point d'ailleurs qu'il a une relation très très fusionnelle avec son lectorat. Certains de mes amis écrivains me disent que parfois c'est un moment difficile parce qu'on vient leur dire oui, tu as parlé de tout le monde, mais tu n'as pas parlé de ma tante qui habitait en face de la tienne, ou bien tu as ajouté ça, mais pas du tout, cette jeune fille, c'était une jeune fille de très bonne famille, comment as-tu pu oser dire que... Donc il me semble là qu'il y a à la fois un phénomène de mémoire, et pour conclure sur votre question, de l'identité. C'est-à-dire que l'écriture produit de l'identité. Elle fixe sans doute l'identité de celui qui écrit à ce stade, et je crois que l'écrivain est devenu un producteur d'identité, et sans doute il y a 3 ancêtres, disons, à cette écriture, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, Albert Cohen, Albert Memmi et Albert Camus. Les 3 Albert, comme disait Albert Memmi, vous lui avez d'ailleurs consacré plusieurs travaux, hein, j'aurais dû le dire de façon liminaire. Alors dans le recueil qui a été coordonné par Leïla Sebba, auquel vous avez contribué, vous écrivez, donc évoquant votre enfance à Casablanca. L'hiver, on va en voiture prendre un café sur la corniche et regarder la mer, en attente de l'été. L'été, on passe de longues journées à Fedala, sur la plage, et on ne revient qu'à la nuit, ivre de soleil et la peau brûlée de sel. Et vous ajoutez, derrière donc cette image, disons, idyllique, tout était dédoublé, festif, mêlé. Oui, c'était bien cela, être une enfant juive en ce temps-là et en ce lieu, c'était peut-être avoir la perception heureuse que des mondes, des rites, des strates de mémoire pouvaient se chevaucher, se superposer, se mêler dans une incohérence joyeuse. C'était déjà une expérience déridienne de la déconstruction avant la lettre, hein, c'est ça ? Je crois que c'était une expérience vraiment joyeuse, et si nous avons l'occasion d'y revenir, je crois que cette histoire-là est aussi une histoire de langue. C'est-à-dire que la langue était un marqueur très fort dans la société où j'ai grandi, à Casablanca. C'était un marqueur d'appartenance, utiliser la langue française ou ne pas l'utiliser. C'était un marqueur social. Ceux qui parlaient français pensaient appartenir dans la même famille à une autre classe sociale que ceux qui n'en parlaient pas, et qui étaient d'ailleurs les gardiens de la mémoire. Et si je reviens à Albert Memmi, il me semble que si on suit la trajectoire d'Albert Memmi et son écriture, il y a une identité qui n'est pas séfarade. Peut-être qu'on en parlera. Le mot séfarade est, je crois, une création relativement récente. Mais je n'aurais pas dû l'intituler comme ça, alors, monsieur le maire. Non, puisqu'elle existe maintenant, mais elle a une histoire. Et chez lui, il y a, dans la statue de sel
l'homme divisé, l'homme déchiré entre plusieurs cultures, ce qui fait que la langue de son origine est une langue honteuse, c'est un patois. Si vous avez lu La Statue de sel, vous vous souvenez de ce moment où ses parents l'accompagnent à une colonie de vacances. Il est glacé de honte parce qu'il parle ce patois. Et il faudra l'exil, l'installation en France, pour que cette multiplicité devienne une richesse. Et l'une des caractéristiques, je vais conclure là-dessus peut-être, de ces écritures, c'est qu'elles font chanter des langues oubliées. Par exemple, lire Paul Ajac, c'est avoir l'impression d'approcher au plus près une culture égyptienne dans sa langue. Lire Marco Koskas, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a les rythmes de l'arabe, qui était une langue en quelque sorte défendue, mais bien plus, il y a ce qu'on peut appeler les langues françaises qu'on parlait sur le pourtour de la Méditerranée. Faire chanter les langues oubliées, la formule est très belle, Annie Dayan-Rosenman, mais avant qu'on interroge nos deux autres amis, Guy, bien sûr, et Benjamin, dites-nous pourquoi il y a cette efflorescence comme ça de récits ou de travaux sur cette question, disons qu'on a intitulé ici, il faut bien trouver un titre, hein, les mémoires séfarades. Pourquoi actuellement c'est vraiment à l'œuvre? C'est parce que pendant longtemps, il y a eu, je dirais pas un refoulement, mais peut-être un blackout sur cette question, où il y a d'autres raisons qui expliquent justement cette créativité littéraire. Alors, je séparerai peut-être la créativité littéraire et les travaux des historiens. Il me semble que cette mémoire des Juifs séfarades, sur le pourtour de la Méditerranée, on dit davantage maintenant les Juifs qui ont vécu dans les pays arabes, et je crois que ce n'est pas par hasard, est une question qui mobilise énormément. C'est une question en fait qui dépasse notre mémoire et qui est une question idéologique. Et selon que l'on pense qu'il y a un dialogue israélo-palestinien ou un dialogue avec ce qu'on appelle, entre guillemets, les Arabes possibles, et c'était le cas des écritures littéraires des années 70 et 80, nostalgie, évocation aussi d'une complicité, d'une ambivalence, disons, mais cette mémoire ambivalence, elle dépend, elle est suscitée, je dirais, par l'histoire, le politique, l'actualité. Et ce n'est pas un hasard si ces récits drôles, nostalgiques, qui évoquaient le voisin arabe, mais juste avec ambivalence, souvent avec sympathie, sont repris d'une certaine manière là par les historiens à un moment très dur où il y a très peu d'espoir pour le Proche-Orient, où il y a en France une actualité qui inquiète, qui fait souffrir, et c'est donc d'une certaine manière une autre histoire. Les historiens vont mettre en évidence, là aussi je pense qu'on pourra en parler, le terme de dhimmi. Et la condition de dhimmi, si vous lisez ces livres des années 70-80, il en est très peu question, parce qu'ils ont été vécus pendant la colonisation. Alors il faut dire, Annie, ce qu'est un dhimmi. Un dhimmi, c'est un citoyen protégé, et ça concernait notamment les Juifs, mais pas seulement en terre musulmane. Je résume bien. C'est un citoyen protégé et discriminé aussi. C'est-à-dire que la dhimmitude est une condition qui a été vécue surtout, mais je pense que Benjamin Stora l'expliquera mieux que moi, mais cette condition était variable. Elle pouvait varier d'une ville à l'autre dans le même pays, d'une période à l'autre selon le gouvernement, d'un pays à l'autre. Et je crois qu'on a souvent voulu l'ignorer, puisque la gauche et l'extrême gauche a voulu faire de la vie des Juifs dans les pays arabes une sorte de paradis sans nuages, de coexistence absolument sans problème, ce qui faisait qu'en conclusion, on n'avait pas tellement besoin de la création d'Israël. Maintenant, c'est le contraire, et je crois qu'on nous donne des tableaux absolument infernaux de ce qu'était la vie des Juifs dans ces conditions, ce qui est parfois vrai. Les uns et les autres avaient raison, mais je pense qu'il nous faut savoir que la littérature et l'histoire sont aux prises avec l'idéologie.
Voilà, et qu'elles permettent de complexifier justement ces deux visions manichéennes successives, hein, disons, de l'enracinement ou de la dialectique de la vie juive avec le monde arabo-musulman. Alors vous le dites très bien, hein, cette production dans laquelle vous vous inscrivez fait chanter la langue, les langues oubliées. C'est le cas aussi, bien sûr, de l'essai, j'en parlais dans l'introduction, que Benjamin vient de signer. Vous retrouvez les clés, au fond, de votre enfance. Hein. Là aussi, c'est une œuvre de mémoire, en ce sens qu'elle décèle quelque chose qui a été un peu enfoui, pas vraiment refoulé, mais un peu enfoui, en tout cas, laissé de côté, disons, dans votre trajectoire biographique, de militant, bien sûr, d'historien engagé, à gauche, très à gauche même, on va y venir. Vous évoquez, vous aussi, dans des termes qui consonnent avec ceux de Annie, cette enfance, justement. Là, c'était en Algérie, en l'occurrence, hein, dans le département de Constantine, à Constantine. Nous vivions à Constantine, écrivez-vous Benjamin, dans un cocon, un entre-soi, sans savoir vraiment qui était pauvre ou riche. Donc la question sociale, tout de suite, affleure, hein, comme une des lacunes, au fond, de votre perception, de votre conscience enfantine. J'étais simplement le prolongement d'un groupe plus large, celui de la famille, et voilà, pourtant de grands écarts sociaux existaient dans mon quartier, de Car, Chara, j'espère que je le prononce correctement. Pourquoi ils étaient élimés, pourquoi ils étaient gommés, pourquoi ils étaient estompés, justement, ces écarts sociaux? Parce que la vie communautaire emportait tout. C'était cette vie communautaire qui rythmait la vie quotidienne, le rituel des fêtes, naturellement, et toutes les fêtes. La communauté juive de Constantine était une communauté juive nombreuse, très nombreuse, une des plus importantes d'Afrique du Nord, mais aussi c'était une communauté très pieuse, qui observait absolument tous les rites et toutes les fêtes. Et Dieu sait si dans la religion juive, il y a beaucoup de fêtes. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas seulement que Kippour et Rosh Hashanah. Par contraste, les Oranais, il y en a beaucoup, hein, des Oranais dans la vie intellectuelle française, hein, de Jean Daniel à Bernard-Henri Lévy. Les Oranais, c'était des mécréants. Hein. Je n'irai pas jusque-là, je ne vais pas me les mettre à dos, ils sont trop puissants. Non, pas du tout. Mais disons qu'à Constantine, il y avait une tradition, disons, religieuse qui était très forte, ce qui n'interdisait pas l'appartenance à ce qu'on pourrait appeler l'espace laïque. C'est toute la complexité des Juifs d'Algérie qu'on peut analyser là, à travers cette histoire de cette communauté, parce qu'ils étaient à la fois extrêmement traditionnalistes dans la sphère privée, dans l'observation des rites, etc., et des fêtes et des traditions culinaires, c'est très important, et de l'apprentissage et de la pratique de la langue arabe, mais en même temps, ils étaient extraordinairement respectueux des principes de la République, avec un amour très profond de la France, très très profond, qui, disons, les poussait même quelquefois à oublier, j'en parle dans le livre, ce que la France avait pu leur faire, enfin oublier... disons pas toujours, à ce qu'avait été l'abrogation du décret Crémieux en 40, bien entendu, dans la mesure où ils avaient vraiment cette admiration, hein, de la France au niveau des modes vestimentaires, de la musique, la façon de regarder l'Europe, les Européens. Enfin bon, il y a naturellement la condition des femmes. Enfin bon, il y avait toute une admiration de la France qui était très forte. Mais en même temps, une observation, encore une fois, j'y insiste beaucoup, des pratiques religieuses avec une connaissance parfaite, hein, de chaque plat cuisiné en fonction de chaque fête religieuse, hein, qui correspondait très exactement, chaque plat correspondait à une période particulière. Donc c'était très, très particulier. On va faire comme France Culture, une fois n'est pas coutume, enfin si on le fait de temps à autre. Je lis juste un extrait qui renvoie justement à la réflexion, pour le dire d'un mot un peu pompeux, l'articulation de cette mémoire que vous mettez en œuvre ou que vous remettez en marche avec la question, aujourd'hui si présente dans l'espace public français, de l'identité française, hein, ce qu'on appelle l'identité française. Vous écrivez « J'étais un enfant solitaire et silencieux. Autour de moi s'élevaient les cris des disputes de mes cousins, les clameurs venant des ruelles ou les chants des synagogues et des mosquées. La France, lointaine, m'apparaissait comme le monde du silence, de la verdure et de la fraîcheur. Je voyais l'Algérie en jaune et la France en vert pâturage. Dans les années de mon enfance, l'entité nationale définie aujourd'hui sous le nom d'Algérie n'avait pas d'existence à mes yeux. Je n'ai découvert le mot algérien qu'en 1960, en voyant des manifestants dans les rues de Constantine qui agitaient des drapeaux verts et blancs en scandant Algérie musulmane. À ce moment, vous aviez donc 10 ans, hein, et je m'en souviens très bien, un monde sortait de l'ombre. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait un entre-soi, je veux dire communautaire juif, bien sûr, très fort, et puis un entre-soi, y compris par rapport au monde musulman et au monde européen. C'est-à-dire que tout cela se mélangeait,
tout le monde se connaissait, tout le monde se fréquentait dans l'espace public, mais en même temps, il y avait toute une série de frontières invisibles. Encore une fois, je ne parle que de ce que j'ai vécu, hein, parce que très souvent, on m'interpelle en mais non, à Alger, dans le quartier de je sais pas quoi, à Oran, tout ça. Bon, moi, je parle de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire de cette sorte d'isolement, entre guillemets, communautaire, et en même temps de fréquentation dans l'espace public qui existait. Mais le monde musulman nous était effectivement lointain, étranger, même si nous parlions en arabe. C'était quand même très compliqué parce qu'on avait un processus où on vivait en Orient, mais en Occident. C'est-à-dire que c'était une sorte d'occidentalisation sur place. Dans un infime décalage avec les Français, hein, puisque quand même dans la vie communautaire juive, on disait les Français. Oui, pour désigner, et toujours ma mère parlait des Français. Voilà, pour désigner donc, les Français sont hypocrites. Les Français de la métropole, mais aussi, bien sûr, les Français d'Algérie, originaires de France, hein, disons, par contraste avec Je délivre des secrets en disant ça. Avec les Juifs. Ça. Donc on disait ce sont les Français qui vivent comme ça, et en même temps, ça vous le montrez aussi, sur le plan des rituels, mais aussi, par exemple, des pratiques culinaires, il y avait une appropriation presque, allez, on va dire, vorace de la cuisine française, digne des terroirs les plus traditionnalistes. Ah bah oui, hein dans la fascination, attraction qu'exerce la France, il y a la cuisine aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait qu'on était dans la maison en train de faire manger des loukoums, des pâtisseries orientales ou autres, pas du tout. Je veux dire, il y avait aussi cette volonté dans l'assimilation. Employons le mot, disons-le. Bon, dans l'assimilation culturelle, il y a aussi l'appropriation des plats français. Donc il y avait une sorte de rivalité qui pouvait exister. Et des pâtisseries. Alors il y a la fameuse anecdote que je cite de la pâtisserie Jost à Constantine, très célèbre, qui était une pâtisserie européenne dans le quartier juif. Le malheureux était perdu au milieu de cet océan. Et donc il y avait cette fascination des gâteaux français que moi j'observais toujours avec une extraordinaire attention, parce que pendant les fêtes de Pâques, on n'a pas le droit de manger des gâteaux. Et je voyais se bousculer dans la pâtisserie de Jost, des tas de gens qui mangeaient des gâteaux à qui il n'arrivait rien du tout. Et là est venu effectivement dans mon esprit d'enfant une sorte de, comment dirais-je, de faille dans la croyance très forte, parce que ces gens dans le fond continuaient de vivre en mangeant des gâteaux, alors que chez moi à la maison on mangeait absolument que de la galette, puis dur, hein, c'est pas comme maintenant, c'était vraiment la galette très dure. Donc résultat, je me disais, il y a un problème, quoi, il y a un problème entre, disons, l'intérieur et l'extérieur, et c'était quand même assez fort, il y avait sans arrêt comme ça une multiplicité d'anecdotes qui étaient importantes. Alors pour répondre quand même à votre question initiale sur, disons, sur la volonté ou pas d'écrire ce type d'ouvrage, et pour répondre aussi à Annie par rapport aux travaux d'historiens, je dirais en un mot qu'il y a eu beaucoup de travaux d'historiens dans les années 70-80 qui, y compris, ont abordé le statut du dhimmi. Je pense au grand travail d'André Chouraki, Histoire des Juifs d'Afrique du Nord, qui est sorti en 1972. Donc c'est quand même très vieux. Et il y a tout un chapitre là-dessus qui est très important. Il y a eu aussi les travaux qui ont été faits par Bernard Cohen, Richard Ayoun, Jean Laloum. Ce sont des historiens qui ont beaucoup travaillé, Michel Abitbol bien sûr, des historiens qui ont beaucoup travaillé dans les années 70-80 jusqu'au début des années 90. Mais vous savez, c'est toujours le problème du décalage entre les travaux d'historiens, très précis, très pointus, et leur réception dans la société. C'est pas évident. Je veux dire qu'on peut produire, par exemple, il y a un Big Bang aujourd'hui. Il y a eu un temps de latence, disons. Il y a un temps de latence, absolument. Donc aujourd'hui, ça explose. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les écrivains qui anticipent, qui écrivent, etc. Et puis ensuite, les historiens qui se réapproprient les travaux. Non, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a à la fois des témoignages qui sortent en nombre dans les années 60-70. Il y a, disons, des travaux historiques qui sont produits, très importants, très sérieux. Mais il faut que la société, à un moment donné, dans son inquiétude, dans ses angoisses, dans ses désirs, s'en empare. Or, c'est le cas dans les années 90-2000. C'est-à-dire que dans les années 90-2000, on a une grande interrogation des communautés juives en Europe, et particulièrement en France, sur des questions essentielles. Pourquoi sommes-nous venus en France? Pourquoi il n'y a pas eu le départ vers Israël? Quel est le rapport avec le monde musulman? Bon, ce que dit Annie, par contre, c'est très vrai, hein, sur le fait qu'on a reconstruit, disons, des mythologies en sens opposé entre les années 70 et les années 2000. Donc, et à partir de là, les travaux historiques, et en particulier ce que j'ai fait avec Abdelwahab Meddeb, à qui on a rendu hommage récemment, ici même, à la règle du jeu. Une monumentale histoire des relations juifs et musulmans. Voilà. Et ben, précisément est arrivé. Paru chez Albin Michel. Et c'est ça qui m'a conduit à faire ce livre-là, parce que en travaillant, disons, sur cette histoire des relations entre juifs et musulmans, je me suis rendu compte qu'Abdelwahab et moi, dans le fond, on appartenait peut-être à la dernière génération qui avait vu, de nos yeux vu, disons, cette histoire, qui était à la fois une
une histoire très compliquée, qui était une histoire de convivialité et de séparation. Ce que tu as appelé la convivence. Hein. Oui, absolument. Et en même temps, d'affrontement. Mais c'était une histoire qui était bien plus compliquée que celle qu'on veut bien nous décrire aujourd'hui, qui était celle, grosso modo, soit du paradis, soit de l'enfer. Donc il fallait se situer entre paradis et enfer. D'où la nécessité de cet ouvrage, et en même temps, le fait de restituer ma propre expérience, mon propre vécu, parce qu'on s'était aperçu qu'appartenant à la même génération, eh bien, on avait vécu dans cette sorte d'espace métissé, mais où les gens n'étaient pas forcément dans une convivialité intégrale, quoi. Il y avait à la fois de la circulation métissée et à la fois de la séparation et de la méfiance. Et il fallait restituer cette complexité, et c'est cet ouvrage avec Abdelwahab qui m'a conduit à aller plus loin et à faire cette autobiographie d'enfance. Alors, on va venir dans un instant, mais là, la discussion est en train de prendre. On va venir dans un instant justement sur la manière dont vous avez pris conscience, disons, peut-être des failles de ce système, hein, le système de l'Algérie française, les 3 catégories de population, les discriminations plus ou moins cachées, jamais vraiment assumées, etc., etc. La réfraction de l'identité française dans l'altérité arabe, hein, dans le rejet de l'altérité arabe. Tout ça est évidemment très important aussi dans votre itinéraire intellectuel. Mais tout de suite, nos amis veulent vous répondre, et on va écouter aussi Guy, parce qu'à ce stade, je suis sûr que son regard va s'asserrer justement sur les questions qu'on évoque, c'est-à-dire notamment, bien sûr, la dialectique de l'identité juive et de l'identité française. Alexis, si vous permettez, j'ai vraiment hâte d'écouter Guy, mais je voudrais dire quelque chose à Benjamin par rapport à ce qui peut ressembler à une querelle entre historiens et écrivains. Ce qui s'est passé en France entre 78 et 82-83, ça a été un phénomène littéraire extraordinaire. Il y a eu une dizaine de romanciers qui ont éclos, qui sont arrivés à la littérature avec un premier livre qui parlait donc de l'exil, de la terre d'origine, donc Guy Silbon, Koskas, Paul Darmon, moi-même. Enfin, il y a eu quelque chose comme une sorte de jeune école, ça correspondait à cette génération qui avait 25-30 ans et qui tout d'un coup se retournait sur un passé. Donc ça fait un petit phénomène de masse littéraire qui ne s'est pas beaucoup prolongé d'ailleurs. C'est tout ce que je voulais dire à Benjamin. Merci beaucoup. Oui, je voulais moi aussi réagir. Il n'est bien entendu pas du tout question d'opposer les historiens et les littéraires, papa et maman, voilà, non, c'est pas du tout cela. Mais je crois que si on touche à la question de l'identité, il se trouve que dans ces années-là, où il y a quand même une floraison extrêmement impressionnante, qu'il n'y a que chez les écrivains en France, et quelques-uns en Israël, je pense à des gens comme Ami Bouganim, par exemple, dans les mêmes années. Mais pourquoi ? Parce que l'écriture romanesque ou l'écriture autobiographique travaille en fait au cœur de l'identité individuelle et l'identité collective. Et que d'une certaine manière, c'est un miroir aussi pour ceux qui y retrouvent ou qui y interrogent leur identité. Je crois qu'il y a en effet 2 opérateurs identitaires désormais, en dehors de la religion, les écrivains et les historiens. Pour les historiens, je pense que ce qui se passe, qui se met en place, c'est de plus en plus, et Benjamin, tu en es l'exemple, tu en es l'illustration. C'est-à-dire qu'à côté de l'histoire que l'on voulait dépassionnée, objective, et il faut qu'elle le soit, à distance, un certain nombre d'historiens ont commencé à écrire avec leur propre mémoire, avec, je dirais, leurs propres souvenirs. Tu as fait des tas de livres, mais je pense que quand tu racontes le moment du départ et que tes parents, qui n'avaient pas prévu de cadre, vous font mettre les habits les uns sur les autres, il y a quelque chose de tout à fait autre, où l'histoire, là, d'une certaine manière, joue aussi le jeu identitaire de la littérature. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas particulier aux séfarades. En France, il a fallu le chagrin et la pitié, il a fallu un certain nombre de livres et de films pour que les historiens travaillent ensuite sur l'occupation. Voilà, c'était au niveau des disciplines, ce qu'elles mettent en jeu. Merci beaucoup, cher ami. Alors maintenant, c'est le tour de Guy. Il a été très patient, on l'en remercie. On le remercie aussi d'être là, bien sûr, parce que son regard est très, très précieux pour nous. Je le disais, mon cher Guy, tu es originaire, toi, de Monastir. Donc tu représentes ici les Tunisiens. Lourde tâche, s'il en est. Comment est-ce que tu as entendu les analyses qu'ont développées jusqu'ici nos amis, Annie Dayan-Rosenman, Paula Jacques et, à l'instant, Benjamin ? Avec le plus grand intérêt.
d'autant plus grand que je savais pas que j'étais séfarade. Et pendant très 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 longtemps, je savais pas. Et mon père, il est mort sans avoir su qu'il était séfarade, ni mes grands-parents, évidemment. On ne savait pas. On savait pas. Le mot séfarade, on ne connaissait pas. Et puis un jour, on a découvert, on nous a dit, je sais pas, je devais avoir entre 40 et 42 ans, on m'a dit, t'es séfarade. Ça m'a intéressé, je suis allé dans le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est séfarade? Et ben, alors j'ai appris que séfarade, c'était espagnol. Espagnol. Mais c'est le bout du monde, c'est la Chine. Je serai espagnol. Il n'y a pas un mot d'espagnol, il n'y a rien d'espagnol. Mais non, je suis séfarade. Et alors, et puis j'ai fait un peu, parce que je suis journaliste, j'ai fait une enquête, et puis j'ai découvert que c'est en Israël qu'ils se sont trouvés confrontés à un petit problème. Il y avait, Israël, c'est une affaire européenne, il faut bien le dire, hein. C'est inventé par les Européens, c'est des... monsieur Herzl n'est pas un Tunisien, contrairement à ce que certains croient. Il est européen, et le sionisme, la création d'Israël, toute cette fantastique et incroyable histoire, ben, on n'y est pas pour grand-chose. Hein. Et on est pour grand-chose dans peu de choses, d'ailleurs. Et alors, les Israéliens, ils voulaient faire un État juif en Palestine. Ils avaient raison, d'ailleurs, c'était une très bonne idée. Et pour eux, c'était les Juifs européens, évidemment. Et ils ont fait un congrès à Bâle. C'était la première fois, ils ont fait un congrès. Et puis là, ils ont parlé beaucoup. Et puis ils se sont dit, au fait, combien on est? Et alors, ils se sont mis dans un coin. Alors, il y en a tant en Russie, il y en a tant en Biélorussie, il y en a tant en Autriche, etc. Puis, ils sont arrivés à 15 300 000. Et puis, ils sortaient de là. Ils ont dit, alors, les 15 300 000, il y a un type qui leur a dit, oh, on en a oublié. C'est ces mecs-là d'Orient. Ah merde, c'est vrai, il y en a en Orient. Si, on est allé, on a vu, il y a des mecs en Orient. Et là, ils ont évalué à 1 million. Et c'est resté dans l'histoire du sionisme comme le million oublié. Et alors, on les oubliait. On les oubliait pour plein de raisons. On oublie les gens qui font rien. Hein. Les gens qui font quelque chose, on les oublie pas. Et les Juifs européens, vous savez, quand vous parlez aux gens des Juifs, ben, ils disent Einstein, Freud, Marx, machin, etc. Vous avez vu un Tunisien là-dedans? Et nous, il faut bien dire qu'on est un peu... On vivait, on ne sait pas pourquoi on ne s'est pas converti à l'islam. Ça, c'est la grosse erreur. On payait un impôt spécial. On avait un statut dit de dhimmi. J'ai appris aussi que j'étais dhimmi très très tard. Mon père, il savait pas qu'il était dhimmi. Mon grand-père, il savait pas qu'il était dhimmi. Il connaissait l'ashtaka. L'ashtaka, c'était que si un musulman demandait à un juif baisse ta tête et lui donnait une tape, il avait le droit. C'est comme ça. Personne ne l'avait jamais fait. Mais on en menaçait parfois. Mais on ne le faisait jamais. En principe aussi, quand un juif voyait passer un musulman d'un côté de la rue, il devait passer de l'autre, il n'avait pas le droit de monter sur un âne, tout ça. Et c'est le statut de dhimmi. Mais nous, on a appris ça très très tard chez les historiens. On a lu ce Torah, on a dit merde, on est séfarade, on est dhimmi, on a été ça tout à fait un grand choc. Et c'était très intéressant parce qu'on aime apprendre, on aime savoir, etc. Mais on nous a oubliés. On nous a oubliés parce qu'on n'a jamais rien foutu de nos 10 doigts. Et un peu comme les Arabes, quoi, il faut dire, on vivait là-dedans. Et se dire pendant, non, les Arabes c'était très bien. Il y a un siècle d'or, vous avez entendu parler, royaume des 3 religions, l'âge d'or, et Averroès, Maïmonide, attention, hein. C'est un séfarade. Lui, c'est un vrai séfarade. Il est espagnol. Et Maïmonide. Et Maïmonide. Il faut s'arrêter à Maïmonide. Parce que là, c'est un grand nom, quoi. Maïmonide, c'est comme Freud. C'est un gros truc, quoi. Tout le monde connaît Maïmonide. Et puis après Maïmonide, il y a quoi?
de Maïmonide à BHL, il n'y a rien. Il n'y a pas un nom connu. Et... non, t'as bien fait de venir. Hein. Comment? Non, mais c'est vrai, il n'y a personne. Il y a apparemment, maintenant, il y a moi, mais rien. Et c'est-à-dire qu'on n'a rien fait. D'ailleurs, vous avez entendu parler, ils ont parlé. Parce que quand on s'est mis à découvrir qu'on était des gens, tout ça, et on s'est dit, oui, c'est vrai, mais on n'a pas de langue. Non, on n'a pas de langue. Et ils appellent ça le judéo-arabe. Moi, je ne connais pas le judéo-arabe. On parle. Mes grands-parents parlaient l'arabe. Moi, je suis à l'école française, j'ai appris le français, je parle 3 mots d'arabe. C'est pas vrai, au moins 4. Et non, je parle arabe un peu. Et alors, on dit on a une culture. Ah oui, on existe parce qu'on a une culture. Et dès qu'on parle de culture, de quoi on parle? De shakshuka et de couscous. La cuisine, Benjamin, là, tout à l'heure, il dit « Ah ouais, les plats de ceci, les plats de cela, etc. » Car toute notre œuvre est là-dedans. La cuisine, un peu les vêtements, et les chaussures, etc. Voilà la culture. Les Européens, ils ont fondé la culture juive, je veux dire, allemands surtout, mais quand même, les Français, pas mal. Et ils ont vraiment fondé la culture européenne moderne. Ils en sont, en tout cas, une grande part. Ils ont, je sais pas quoi, Chagall. Trouve-moi mon Chagall à moi. Mais on n'a aucune œuvre. Tout ce qui nous reste, c'est le couscous. Et pour fonder, c'est mince pour fonder une nation. Et quand même, on en a, et donc depuis 40 ans, bon, on produit, vous pouvez pas savoir ce qu'on produit. Et là, on est quelques-uns, mais il y en a des centaines qui écrivent tous les jours. Vous tous, vous allez chacun écrire un livre, j'espère, là-dessus, parce que quoi? Parce qu'on te découvre et qu'on veut exister. On veut exister où? Ben, c'est-à-dire quand Israël, donc, ils voulaient faire cet État européen, au moment où ils ont voulu vraiment le faire, ils ont découvert que les Juifs européens, ils étaient partis en fumée. Et il n'y avait plus personne. Et ils étaient 400 000, là, 500 000 en Palestine. C'était dur, hein, la vie. Il y avait des gens autour qui n'étaient pas contents, des Arabes. Et il fallait renforcer. Ben Gourion a dit ce mot. Jusqu'à présent, les Juifs d'Orient étaient pour nous une recherche, un objet de recherche anthropologique. Désormais, ils devront faire partie de notre peuple. Et c'était un objet de recherche anthropologique. Pour les Juifs, pas des Juifs. Et alors, ils ont tout fait. Benjamin le décrit d'ailleurs. Ils ont tout fait pour nous faire aller en Israël. Nous, on était pour, hein, depuis toujours. On ne se dit pas bonjour, on se dit l'an prochain à Jérusalem, à Jérusalem. Et donc, Dieu sait si on en avait envie depuis 1000 ans. Mais enfin, on a envie d'un tas de choses. On a envie de la voisine d'en face, etc. Mais ça ne viendra jamais. Et c'était une utopie, c'était le millénarisme, etc. Donc, il n'était pas... L'Amjay, Férouchelem, d'accord, salut, au revoir. Mais ils nous ont dit, bah, pas l'Amjay, pas l'année prochaine. Maintenant, tu vois, en Israël, ils sont venus, des gens, du machin, leur KGB, là, je ne sais pas comment il s'appelle, le Mossad. Et... Ils ont débarqué chez nous, ils ont fait des organisations, des machins, etc. Ils ont dit Israël, c'est très bien. Moi, j'ai chanté. On chantait en français d'ailleurs. On chantait. Comment on chantait la chanson? On l'avait. Pierre, tu t'en souviens? On avait des chansons formidables pour dire qu'Israël c'était notre patrie et qu'on était des. Et puis alors ils nous ont organisés, ils nous ont mis. Moi, je chantais, il y avait des drapeaux. Et puis ils ont dit bon, maintenant il faut partir. D'autant plus que les Arabes, franchement, ils nous poussaient un peu dehors. Et tu le montres combien ils nous poussaient vraiment dehors, d'Égypte en particulier. De Tunisie, non, ils ont été beaucoup plus courtois. Ils l'ont fait. Finalement, il ne reste plus un juif dans le monde arabe. Il y en avait 1 million oubliés. Maintenant, on peut l'oublier. Il reste. C'est l'épuration ethnique la plus parfaite qui a été faite nulle part. 99,2% de la population juive du monde arabe a été épurée. Il leur reste 0,8%. Ils sont très heureux d'ailleurs là-bas. Mais il en reste 0,8%, une épuration ethnique parfaite. Et alors, quand ils nous ont dit qu'il faut aller en Israël, ils ont dit à nous, séfarades. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'on était séfarades. Après, on a appris. Et alors, il faut aller. Alors, les gens, ils ont dit peut-être. Et ils aimaient beaucoup Israël. On aime beaucoup Israël, il faut dire.
On aime Israël. Quelle est notre relation avec Israël? C'est l'amour. Point. Et tout le reste, on ne sait pas. Gouvernement, c'est l'amour. Et l'amour, c'est important dans la vie. Hein. Et alors, ils nous ont dit, venez en Israël, c'est très bien, vous allez voir. Et les gens, les Français, ils étaient venus il n'y a pas longtemps, ils nous ont appris le français à l'école. On s'est mis à parler français. Quand on parle de littérature, là, tous ceux qui font de littérature, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se franciser. Nous sommes en train de nous franciser. On fait l'acquisition de la France. Alors, on le fait sur le mot de séfarade, un mot comme... En fait, on est en train de faire l'acquisition, de se franciser davantage que ce qu'elle fait, elle, ma chérie. Elle fait, elle, j'adore ton livre. Et je l'ai adoré. Et on se francise. Et ils ont dit, non, venez dans un camp, un machin, en Israël. Alors qu'est-ce qu'on a fait finalement? Les Juifs pauvres sont allés en Israël, les Juifs riches sont allés en France. Les riches sont allés en France. Ceux qui étaient éduqués, ceux qui avaient les moyens sont en Israël. Et nous qui pouvait payer le déviat des avions, on est venu en France. C'était difficile, tout ça, t'en souviens Pierre, t'en souviens, tout ça, c'était difficile, mais on est venu en France. Donc, les pauvres là-bas, pas éduqués, sans élite. Et nous, l'élite, on est l'élite. On est venu en France. Et malheureux, ils se sont trouvés là-bas. J'ai un cousin de Sousse, il était bijoutier dans les souks. Il est arrivé là-bas, il ne parlait pas très bien français. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je suis bijoutier. Bon, très bien, tu vas dans l'usine de plastique. Et il vient de prendre sa retraite, usine de plastique, le Bessarli. Et ils sont tous devenus ouvriers. Ils sont allés dans l'armée, mais ils ne sont pas montés très haut. Citez-moi un seul nom séfarade en Israël aujourd'hui, vous en trouvez 3 ou 4. Et n'exagère pas trop quand même. Séfarade? Comment? Ben-Ami, à part toi et moi, personne ne le connaît. Il est formidable, c'est un formidable écrivain, personne ne le connaît. Citez-moi un nom qui fasse relief, qui soit connu des Israéliens. On en connaît. Les Israéliens sont d'une célébrité formidable. Ils ont des prix Nobel dans toutes les disciplines, etc. Dans 10 minutes, quand on va leur passer la parole, ils vont t'en citer, je suis sûr. Ah oui, il faut ils vont réfléchir, ils vont en trouver. Il faut jamais te donner la parole, je la lâche plus. Mais ton exposé, non, attends, garde-la encore une seconde. Ton exposé est savoureux. Irrésistible même, avouons-le. Bon, il a un côté solal, hein, voilà. Mais quand même, loin de moi l'idée de diminuer les mérites conjugués de Maïmonide et de Bernard-Henri Lévy. Mais il y a eu quand même, entre les deux, il y a eu quand même de grandes traditions spirituelles dans le monde séfarade. Il faut évoquer, par exemple, la Kabbale, les fondateurs de la Kabbale, qui étaient dans le midi de la France, hein, aujourd'hui dans le département du Gard, de l'Hérault, etc. Tout ça, c'est le monde séfarade. Ah oui, ils ne sont pas tunisiens. Non, non. Mais on peut évoquer aussi la Kabbale de Safed. La Kabbale de Safed. La Kabbale, elle est Donc il ne faut pas laisser penser que le monde séfarade... Si tu veux dire que nous avons rabiné formidablement. C'est-à-dire que nos rabbins, ils étaient fantastiques. On a introduit l'imprimerie en Tunisie, car vous savez, l'imprimerie a été introduite, tout le monde le sait, hein, elle a été inventée en 1455 à Mayence par M. Gutenberg. Elle est arrivée 1 an après à Paris et dans le monde. Pour arriver à Tunis, il a fallu 3 siècles et demi. Il y a fallu 3 siècles et demi. On avait peur de l'imprimerie parce que c'était un blasphème, c'était un sacrilège. Les seuls livres étaient des livres religieux, et vous allez le faire là-dedans au lieu de l'imprimer comme la Torah normalement. Et on est resté 3 siècles et demi avant de prendre l'imprimerie, comme tout le reste. Tout ce qui s'est fait ailleurs, on savait vaguement que ça existait, mais on trouvait ça dégoûtant. Et c'est pour ça qu'on est resté des sauvages à ce jour. C'est pour ça que ce qui se passe au Bardo, à Daïch, à Dieu sait où... J'étais hier à Tunis. J'en reviens. Et c'est pour ça que je suis un peu en retard. Et j'étais hier à Tunis, je suis allé au musée du Bardo, justement, et cérémonie. Et là, j'ai trouvé derrière une vitrine un bol de terre dans lequel on boit. Et qui datait du XIe siècle. Et j'avais envie de le prendre pour boire, car dans mon enfance, je buvais dans ce haleb. Le haleb était le seul
le seul récipient dans lequel on buvait. On avait un haleb au centre de la table, passe-moi le haleb. Et autrement dit, entre le XIe siècle et mon enfance, il s'est rien passé dans ce putain de Maghreb. On n'a pas évolué, on n'a pas bougé pendant 11 siècles. Comment vous pouvez, des gens comme ça, alors que le monde à côté était en train de raboter, nous, on n'a pas bougé. Et on n'a pas bougé, donc on est resté des quoi? On était très gentils, on était charmants. Très bavards aussi. Hein. Et on était comme ça, c'est pour ça qu'on s'était arrêté de parler d'ailleurs. Merci beaucoup, cher Guy Sidbon. Merci beaucoup. Ça vous a un peu défrisé, Paula. Hein. Non, je trouve ça... Moi, je voudrais que Guy me raconte cette histoire sur scène dans un one-man show. Ce serait merveilleux. À deux, on fera deux man. Voilà. Mais je crois que c'est un peu exagéré, Guy, parce que tu corrobores l'idée que les Arabes, nous n'avons rien foutu pendant 10 siècles dans leur pays. Ils ont bien fait de nous jeter dehors, quoi. Mais c'est pas tout à fait vrai, quand même. En Égypte, il y a eu des grands théologiens, il y a eu des écrivains, il y a eu des hommes d'affaires très importants, il y a eu des médecins, il y a même eu des ministres juifs. Mais bon, moi, je voulais intervenir justement sur ce que soulevait Guy, et c'est l'objet de mon livre, à quel point Israël, au début, a été fondé par des juifs européens qui voulaient faire de cette enclave en terre arabe une terre de modernité et de progrès moderne. Et puis voilà que les juifs séfarades débarquent. Ils sont très 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 nombreux à partir de 55-56. Et cette masse de gens très bariolés qui débarquent avec des bassines, avec des poulets, avec des marmailles d'enfants, en robe kangalabeya, qui ne sont pas instruits, qui sont extrêmement attachés à leur tradition et très religieux. Voilà que ça leur pose un problème aux Israéliens. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces barbares arabes? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? On n'arrivera jamais à les assimiler à notre grand projet d'Israël moderne, fondé sur l'homme fort, viril, éduqué. Et effectivement, Israël, tous ces gens dont tu parles vont se retrouver jetés dans les quartiers les plus pauvres, dans des camps au départ, privés de boulot, ils n'ont pas de spécialité. Et quand l'un est cordonnier, effectivement, on va en faire, un planteur dans un kibbutz. Et ils sont pendant très longtemps sans boulot, mal considérés par la population. Et dans ce livre, Moi, il ne pleut pas, je me suis attachée à 2 thèmes dans les années 59-60. À 2 thèmes, à décrire 2 groupes très mal vus par les Israéliens à l'époque, enfin les fondateurs, les Juifs européens, qui sont d'une part les Juifs venus des pays arabes, et d'autre part les survivants des camps, qui sont au début, avant l'affaire Eichmann, considérés comme des lâches. Ils appartiennent à une espèce servile, asservie, qui est allée à l'abattoir et qui ne peut absolument pas correspondre à l'image fière du nouvel homme israélien. Et puis, voilà, exactement. Et puis, évidemment, les Juifs venus des pays arabes. Et dans ce livre, je raconte la première insurrection réelle des Juifs séfarades, qui va ensuite donner lieu 10 ans plus tard au mouvement des Panthères Noires, sur des problèmes de discrimination qui subsistent encore aujourd'hui. Et Wadi Salib, ce quartier de Haïfa, qui était un très beau quartier du temps de l'Empire ottoman et qui tout d'un coup s'est dégradé, et qui était peuplé de Juifs marocains qui vivaient dans de mauvaises conditions, qui n'avaient pas de boulot, qui étaient entassés dans des pièces minuscules. Ce quartier magnifique et délabré, en 1959, s'est soulevé. Tout d'un coup, les gens en ont eu assez de leur misère. C'est parti sur rien, comme d'habitude. Un ivrogne, parce qu'ils buvaient, ils jouaient beaucoup au dé, ils mangeaient beaucoup de gâteaux, mais ils n'avaient pas de boulot. Un ivrogne qu'un patron de bistrot ne veut pas servir, s'énerve, casse tout. Là-dessus, la police israélienne, qui n'était pas très tendre, arrive, lui tire une balle dans la jambe, et à ce moment-là, tout le quartier se soulève. Ils vont, pendant 3 semaines, faire des manifestations, tout casser à Wadi Salib. Et puis, ce qui est beaucoup plus effrayant pour le gouvernement israélien, c'est qu'ils vont en bande monter vers les quartiers riches du Carmel et commencer à piller les maisons et les vitrines des Juifs ashkénazes. Donc, en mesure de rétorsion, le gouvernement israélien va d'abord, quelques mois plus tard, disperser tous ces séditieux aux 4 coins d'Israël en les mettant dans des conditions encore plus difficiles, au fin fond du désert ou dans d'autres masures, et il va raser le quartier de Wadi Salib, qui est resté en l'état. Si vous allez à Haïfa, vous voyez des façades très belles, des façades romanes, enfin un petit peu dans le style mauresque. Et lorsque vous en approchez, derrière ces façades nues, il y a des tas de gravats. Et depuis 1959,
le quartier est resté en l'état, je sais pas, peut-être pour rappeler quelque chose. Et beaucoup d'artistes israéliens ont des vues, parce que c'est un si bel endroit, de faire une espèce de centre culturel, mais non, ça reste comme ça, comme une espèce de scrupule dans le talon des Israéliens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paula Jacques. Donc, Benjamin, je sais que depuis tout à l'heure, tu voulais réagir. Non, c'est par rapport à cette découverte tardive, au fond, hein, oui, de la séfaradité. Mais je pense, bien sûr, mais il a raison, Guy, hein, sur ces découvertes tardives. Et je voudrais prendre quelque chose de très personnel sur mon propre nom et sur l'histoire que je signale dans mon livre. Pendant très longtemps, à travers mon récit familial, il y avait la tentative de nous faire lier à l'histoire espagnole. C'est-à-dire que la famille Stora, normalement, d'après le récit familial qui était comme ça transmis depuis longtemps, venait d'Espagne et donc appartenait à une grande tradition de ces juifs très savants et cultivés, venus avec les musulmans en Afrique du Nord, à la suite de la conquête, de l'Inquisition, etc. C'était à peu près le récit, disons, qui était le mien. Et quand j'ai commencé à travailler sur cet ouvrage, j'ai donc travaillé sur mon nom et l'origine du nom. Et j'ai travaillé notamment avec des anthropologues et des linguistes berbères, et qui m'ont expliqué, alors je le raconte dans le livre, je ne vais pas m'attarder dans le détail, et en fait ils m'ont expliqué que ce nom-là n'était pas du tout un nom arabo-andalou, mais tout simplement berbère. Et qu'on ne venait pas, et donc j'ai poursuivi cela naturellement dans toute une série de recherches que je mentionne, et que nous ne venions pas, disons, de ce pays de l'Andalousie perdue, chanté à travers le mahalouf, la musique, etc., mais que nous venions tout simplement des montagnes berbères, et que notre origine était beaucoup plus ancienne que cela, était beaucoup plus lointaine que cela, et que ce nom de Stora, d'ailleurs, qui est toujours utilisé en Algérie, dans une ville actuelle qui s'appelle Stora en Algérie, qui est une plage très célèbre, eh bien c'était cela l'origine. Alors pourquoi... Donc vous êtes des séfarades imaginaires, c'est ça? Mais complètement, parce que pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette reconstruction? Je crois qu'il y a une hypothèse, c'est une hypothèse que j'avance, c'est le fait qu'il était de bon ton peut-être dès le 19e siècle, pour ces juifs qui devenaient ou qui étaient en passe de devenir des Français et des Européens par conséquent, il était peut-être de bon ton de se rattacher à une histoire européenne. Et cette histoire européenne, c'était l'Espagne. Ça ne pouvait être que l'Espagne ou l'Italie, hein, pour ce qui concerne, disons, les Juifs présents en Tunisie. Et il était donc par conséquent beaucoup plus, j'allais presque dire, entre guillemets, noble ou aristocratique, ou la sensation de faire partie de manière lointaine et ancienne à une élite européenne. Et donc il y a cette reconstruction d'un récit qui nous fait arriver de l'Europe. Hein, c'est-à-dire de l'Espagne et de l'Italie. Et ça, c'est très important dans la fabrication de l'identité. Ce qui fait que l'invention, disons, du terme séfarade est déjà plus ancien qu'on ne veut bien le croire. C'est-à-dire que déjà, dans ma famille, il y avait cette espèce de... Je parle des années, par exemple, de mon grand-père, de mon père, etc. Il y avait déjà cette sensation, illusion de venir de l'Espagne. Donc, c'est pas récent. C'est pas quelque chose qui a été provoqué, fabriqué dans les années 70-80. Non, c'est quelque chose de plus ancien et qui est en rapport avec l'attraction de l'Europe, l'attraction du modèle européen, de se rattacher à une histoire européenne et non pas à une histoire exclusivement, entre guillemets, locale, berbère, d'indigènes ou autres. Mais depuis les années 90-2000, chez certains juifs, notamment d'Algérie et d'Afrique du Nord au sens plus large, il y a la volonté de se réattacher aux berbères et de fait de se réenraciner dans un Orient qui ne soit pas exclusivement arabe et andalou, mais qui est un Orient beaucoup plus ancien et donc beaucoup plus berbère qu'arabe. Et il y a maintenant la revendication qui est beaucoup plus forte de la berbérité juive que de l'Andalousie juive ou de la sépharadie juive. Donc c'est pour ça qu'Alexis, tu es en retard. Non, il faut le dire, mémoire des juifs berbères. Car déjà, le terme de séfarade est déjà un terme... Has-been. Déjà, oui, voilà. Il faut être davantage tendance. Il faudra un prochain séminaire alors sur les mémoires berbères. En tout cas, je parle là des juifs d'Afrique du Nord. Hein. Oui, bien sûr, mais c'est fondamental. Ce que tu dis est fondamental. Merci beaucoup, deuxième aspect de précision historique, entre Maïmonide et BHL, bon, il y a quelques noms au XXe siècle. Avant BHL, il y a deux noms que je citerai simplement. On va changer le titre du séminaire. Oui, tout à fait. De Maïmonide à BHL. Hein. Voilà, absolument, c'est les titres. Et il y a quand même deux noms avant, au XXe siècle. Hein, il y a quand même le peintre Atlan,
qui était quand même un grand peintre qui est des années 40, des années 50, qui était très admiré par Picasso. Consacre d'ailleurs le dernier chapitre de un chapitre livre, entier. ouais. Bah, c'était un ami de mon père, c'est pour ça que j'en parle. Et puis deuxième, disons, personnage quand même très important, qui appartient aussi à l'histoire intellectuelle française, européenne ou autre, ou même c'est Jacques Derrida. Je veux dire Derrida, qui est né en Algérie, qui est quand même un grand nom de la philosophie et qui n'appartient pas, disons, au purgatoire, disons, des noms séfarades, de je ne sais quoi. Donc il y a quand même des tas de personnes. Et puis il y a un plan, il y a un point. Pardon ? Atlan, Derrida, c'est hier, c'est aujourd'hui. Oui, mais c'est le XXe siècle. Oui. C'est l'histoire du BHL, XXe siècle. bravo. Ah non, c'est pas la génération de BHL. Non, c'est pas la génération de BHL. Mais il y a un aspect. Je veux dire, pendant un millénaire, nous avons été absents. Non, mais attends, Maintenant, mais il y a beaucoup plus que Atlan. Il y a toi, il y a moi, on est tous. tu as raison, c'est vrai, tu as Une raison. merveilleuse star une réelle égyptienne du cinéma égyptien, Comment comme Leila Mourad. Il y a beaucoup de Non, mais grandes il y a un point, actrices il y a- juives dans le cinéma égyptien. Hein. C'est aujourd'hui. Non, c'est le C'est le enfin, cinéma. Fin 19, enfin, Je début veux 20e. dire, on siècle qu'à les Arabes. Les Arabes aussi ont commencé à faire des choses. Mais depuis hier, bien sûr, l'imprimerie est finalement arrivée. Bon, il y a aussi un aspect, simplement, je voudrais signaler, ça c'est pas pour répondre à Guy, ça, c'est autre chose, c'est sur le fait que ces Juifs d'Orient ont joué un très grand rôle entre le sionisme européen politique et le monde oriental arabe traditionnel. Ils ont été, pour un grand nombre d'entre eux, je parle des années 30, des créateurs de partis communistes et de partis socialistes. Ça c'est très important à analyser. Il n'y a pas eu que les Européens qui ont fait de la politique, qui ont créé le Bund, les mouvements sionistes socialistes, etc. Enfin bref, la modernité dont on parle à propos de l'investissement en politique, le fondateur des partis communistes en Égypte, au Liban, en Algérie, au Maroc, et en Tunisie, étaient des gens qui appartenaient à la communauté juive et qui dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, ils ont joué un très grand rôle politique. Tous les secrétaires généraux des partis communistes étaient juifs. Eh ben, bien sûr, oui, mais il faut le dire. Donc on n'était pas si arriéré que ça quand même. Mais non, mais tout ça, encore une fois, quand je dis BHL, je veux dire le XXe siècle. Bien sûr, nous avons été le communisme, un truc communisme juif. Tu as connu ça aussi, toi. Très. Je suis né dans le communisme, je suis né stalinien. Et je me suis... Tu l'es peut-être un peu resté, hein. Comment oui, et c'est resté ça. Stalinien un jour, stalinien toujours. Et les Juifs ont été massivement. Chez moi, c'était mon oncle, Maurice Nizar. Chez toi, c'était Sportis, qui était député. Au Maroc, c'était aussi un juif. En Égypte, il y avait 3 partis communistes, les 3 étaient juifs. Et Curiel. Curiel et les 3 autres, et les 2 autres. Et même chose on a été même bassiste, on a contribué à la création du bass. Pourquoi tout ça? Parce qu'on voulait dépasser notre condition de juifs. Pourquoi c'était des juifs qui étaient communistes? Parce que on entrait dans une universalisation qui nous décollait de cette, comme on dit, identité aujourd'hui, qui nous isolait dans un trou dont on n'était pas sorti. Brusquement, le communisme allait nous arracher ce vêtement qui nous collait à la peau et allait nous faire entrer dans l'univers d'où on n'était pas sorti, encore une fois, pendant 10 siècles. Et le communisme, pour nous, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tous ces youpins à la tête des bolchos? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus être ce qu'ils étaient. Voilà, c'était l'effacement du non-juif, hein, qu'a analysé bien plus tard Jean-Claude Milner, mais c'est une thèse très importante, hein, pour comprendre l'engouement pour le communisme, pas seulement d'ailleurs dans le monde nord-africain, hein, dans le monde séfarade qu'on vient d'évoquer. Alors, on va conclure, enfin, c'est pas conclure d'ailleurs, avant de dialoguer avec vous, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de questions après ces 4 exposés excellents et pour certains provocateurs. Alors, ce n'est pas pour conclure, mais je voudrais rappeler un nom que j'ai cité très rapidement, le nom d'Albert Memmi. Et je crois que nous avons trop tendance à oublier quand des gens ont créé des concepts dont on se sert couramment. C'est-à-dire que le terme même de judéité que nous utilisons est un terme dont nous avons fini par oublier
que quelqu'un l'a conceptualisé. Je pense que quelqu'un comme Mémie nous a aidés, en quelque sorte, à essayer d'amorcer ce questionnement sur notre identité. Et je crois qu'il nous a donné des armes pour le faire. Le deuxième point, c'est justement la question de l'identité. Je voudrais revenir sur la dénomination, puisque séfarade, mémoire séfarade. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Benjamin, mais je rajouterais peut-être quelque chose. C'est que je crois que dans les dénominations même, les thèmes sont péjoratifs ou pas. Et ils sont, là encore, c'est presque difficile à croire, que des Maghrébins sont considérés comme des Juifs orientaux en Israël. Et le terme de Juif oriental était chargé d'une connotation terriblement négative. C'était les Juifs orientaux, le danger d'orientalisation, de levantinisation. Et je crois que séfarade, j'ai vu se constituer donc la deuxième vague de définition. D'ailleurs, on hésitait sur les termes. Est-ce qu'il fallait dire fédération séfarade? Est-ce qu'il fallait dire fédération séfardie? Alors, à la fois, je crois que c'était l'appel à cette origine espagnole, le sud de l'Europe, mais c'est l'Europe quand même. Mais en même temps, je crois qu'il y a une tentative d'unification au niveau du nom. Et je crois que séfarade avait un pendant, on est toujours l'autre de quelqu'un, et séfarade avait un pendant qui était ashkénaze. Et face au mémoire ashkénaze, on a essayé de constituer une mosaïque avec des clivages. J'ai été secrétaire du mouvement de soutien aux Panthères noires israéliennes. Et en tant que telle, j'ai fait le tour des institutions à Paris, juives, à Paris, avec elles, et avec eux. Et je me suis rendu compte, c'est exactement ce que tu décrivais, il y avait une peur d'un establishment séfarade. Il ne fallait pas amener des juifs arabes, il ne fallait pas amener des panthères noires, il ne fallait pas amener ces orientaux incultes. Et voilà, et je crois que ce temps est passé. Donc c'est ce que nous disions au début. Je crois que même les innovations au niveau des noms passent dans l'histoire. Il n'y a plus que Chaim Vidal Sefia qui n'accepte plus le terme. Il est justifié à le faire. Mais je crois que nous sommes justifiés aussi à historiciser le terme. À l'historiciser et peut-être à le déconstruire, en tout cas à éviter l'évidence, hein, comme disait Jacques Lacan, et peut-être aussi d'ailleurs à déconstruire mon propre énoncé, malencontreux en partie, ou en tout cas incomplet. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous gardez bien sûr la parole, on vous applaudit parce que c'était formidable. Et on va tout de suite prendre des salves de questions. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Les micros circulent dans les travées. Bonjour, Jacques Dugosson. Merci pour tout ce que je viens d'entendre. C'était extraordinaire et captivant. Sur la dénomination de séfarade, je suis un peu gêné d'en parler comme ça à des historiens, mais il me semble que ce n'est pas une dénomination qui a un rapport avec l'ethnicité, et ça n'empêche pas la berbérité des Juifs d'Afrique du Nord. Je me souviens, dans ce qui me restait de famille, qu'il y avait des calendriers israélites et qu'il y avait des textes qui montraient que séfarade, c'était question de rite. Ça s'appelait le rite portugais ou espagnol et c'était le rite séfarade. Donc c'est uniquement sur ce plan-là que la différence se définissait. C'est-à-dire que dans le même livre de prière, il y avait le rite ashkénaze et le rite allemand et le rite séfarade, c'est-à-dire le rite, quelle que soit l'origine géographique des Juifs, qui pratiquaient le rite des Juifs du Portugal ou en tout cas de la péninsule ibérique. Puisque Alexis n'est pas là, je crois que vous avez demandé la parole, monsieur. Là. Ça marche là, oui. Bonjour. Moi, je trouve que Guy devrait pas, au lieu de s'appeler Sidban, il devrait s'appeler Bouchna. Ça a été déjà dit. C'est très sympathique, mais c'est complètement
un escroc intellectuel. Parce que, je le dis honnêtement, je suis de même origine. Il oublie qu'il y avait quand même aussi chez les Tunisiens des personnes qui s'appelaient Pérez, Adida, etc. et qui étaient aussi d'origine, comme on dit là, des Séphardis. Et lorsqu'on pense aussi que le mot Asknaz, excusez-moi, je ne sais pas le prononcer, ça veut dire aussi allemand, Allemagne. Donc la séparation était bien ethnique, entre guillemets, je veux dire, ou sociologique, entre les juifs peut-être berbères, parce que la majorité des juifs d'Afrique du Nord étaient bien avant l'islam, bien avant, ils étaient des berbères. Et puis il paraît qu'il y a eu un livre que j'ai lu à l'époque, c'était La Caïna et compagnie, qui racontait plus ou moins d'une manière un peu grotesque que c'était une juive, une reine juive qui s'était convertie, mais on oublie que beaucoup de juifs se sont convertis au judaïsme, hein, des personnes, c'est ce qui est une réalité. Oui, beaucoup de juifs, je veux dire, d'origine qui se disent juives, mais qui ont été convertis ou qui se sont convertis à travers l'histoire. Ça, c'est toujours. Mais en ce qui concerne maintenant l'authenticité d'Albert Memmi, c'était cette cassure, cette difficulté de vivre entre deux éléments, parce que je me rappelle, il avait dit, lorsque sa blonde femme était venue, mais qu'est-ce que c'est la zlabia, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la zlabia? Je vous raconte cette anecdote, j'arrête. On lui apportait des gâteaux, typiquement tunisiens, de la zlabia, n'est-ce pas? Et il lui disait, mais qu'est-ce que Memmi disait, mais qu'est-ce que c'est la zlabia? Ça veut dire quoi? Il avait complètement oublié ses origines. Voilà ce que je voulais vous dire. Parole, je regrette beaucoup de devoir partir et quitter cette assemblée de gens passionnants, mais il faut que j'aille travailler à France Inter, donc voilà, je m'en vais. Merci beaucoup Alexis et merci à vous. Vous êtes toutes pardonnées, on vous souhaite une très bonne émission. Merci. Et merci infiniment d'être venu à la règle du jeu, Paula. Ça a été un plaisir vraiment hein, vous reviendrez de vous écouter avec voilà. plaisir. Et bonne émission, alors on vous écoute sur France Inter tout à l'heure. Au revoir. Comment est-ce que... Ah, ça marche. Oui, Pierre Taïeb. Le titre de cette rencontre nous parle de géographie. Et qu'est-ce que la géographie, si ce n'est l'éparpillement d'un peuple après la destruction du temple? Est-ce que les Juifs dans le monde sont arrivés ex nihilo en Allemagne, en Turquie, en Espagne ou ailleurs? Non, bien sûr. Ils sont tous venus d'un seul endroit. Si on veut parler de géographie, c'est pas trop difficile. Après, en moins 589, je crois, après la destruction du premier temple, il n'y a pas eu de géographie puisqu'ils sont tous partis dans un seul pays, à Babylone. 70 ans après, reconstruction du second temple, et ils sont tous revenus. Ils sont restés 5 siècles ou 6 siècles à peu près. Et puis en l'an 70, lorsque le second temple a été détruit, là, il y a eu une grosse dispersion. Est-ce que ça fait de nous des gens différents d'être dans le nord ou dans le sud? Non, pas du tout. La seule identité, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, c'est la Torah. C'est-à-dire que c'est à travers les 20 siècles qui ont succédé à la destruction du temple, c'est le seul livre, puisque Guy, mon oncle, parlait tout à l'heure d'imprimerie, c'est le seul livre qui nous a unis, autant au nord qu'au sud. Faire de nous des ennemis parce que nous avons acquis une culture qui allait de l'avant, alors que d'autres dans le sud avaient gardé juste un seul livre et non pas plusieurs. Beaucoup de gens que je connais sont très 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 satisfaits de n'avoir lu qu'un seul livre. Beaucoup. Moi qui en lis beaucoup, beaucoup sont satisfaits parce que ils considèrent que lorsque l'on lit beaucoup de livres, on se disperse soi-même. C'est pas, je ne professe pas cette idée évidemment. Simplement, ce que je pense, c'est que, puisqu'on parle de racine, la racine c'est celle-ci. Il se trouve que, puisque j'ai été à un mariage d'une de mes nièces il n'y a pas longtemps, qui s'est mariée avec un juif allemand, le rabbin qui les a mariés, qui était Chaim Korsia, a dit cette phrase tout à fait sympathique: puisque le juif allemand
est venu de la dispersion des Espagnols en 1492, c'est lui, le juif ashkénaze, séfarade. Et puisque ma cousine, qui a acquis l'identité française après 1881, lorsque les Français sont arrivés en Tunisie, c'est elle, la juive. Merci, ils vont vous répondre sur cette. Merci beaucoup sur ce chiasme identitaire. Alors, d'autres questions? Oui, s'il vous plaît, merci beaucoup pour ce partage. Juste très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire de cette mémoire reconstituée, de cette berbérité retrouvée, pour apporter quelques réponses dans ce monde en turbulence, dans ce monde en désarroi? Merci beaucoup. Merci, madame. Je voulais reprendre là où s'est arrêté M. Guy Sidbon, puisque les communistes, ou le communisme, ou les juifs communistes, ont cherché quelque part à se délester de leur identité juive pour rentrer dans l'universel. D'abord, qu'est devenu ce mouvement dans ces pays d'Afrique du Nord? Qu'en est-il devenu de ces juifs leaders communistes? Deuxièmement, est-ce que cette problématique ne joue pas encore d'une manière évidente ou insidieuse dans la société française de nos jours? Parce que dès qu'on parle d'identité, ça devient du communautarisme, on n'est plus dans l'universel. Et finalement, ce lien particularisme et universel n'est-il pas toujours là à nous questionner? Comment allons-nous, nous, Juifs, le résoudre en Europe? Merci beaucoup pour cette question importante. On va en prendre d'autres aussi. Oui, bonjour. Moi, je crois que la définition du juif séfarade, c'est bien le juif qui parle ladino. D'ailleurs, j'ai assisté à une conférence de Madame Esther Benbassa. Alors Madame Esther Benbassa, elle, qui est une juive turque, donc elle fait bien la différence entre d'un côté les juifs, donc les juifs turcs et les juifs grecs, eux qui étaient vraiment de culture ladino, alors que les juifs berbères, eux, elle a tendance à ne pas les considérer comme juifs séfarades. Alors je signale un film extraordinaire. Un film que j'ai vu à la fois à la Fondation de la mémoire de la Shoah et à l'Institut, à la maison Heinrich Heine. C'est un film est-allemand et bulgare et qui décrit, alors moi j'étais très surpris parce que ça décrit notamment un convoi de juifs grecs qui vont vers Auschwitz. Et moi j'étais extrêmement surpris parce qu'effectivement on s'attend à les entendre parler yiddish, d'ailleurs le générique est en yiddish, etc. Et en fait eux ils parlent espagnol. Donc il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas un peu justement une confusion identitaire entre les juifs d'Afrique du Nord, plutôt leur véritable dénomination, ce serait plutôt les juifs mizrahi. Il va le préciser tout à l'heure, il l'avait évoqué déjà tout à l'heure, Benjamin. Et par ailleurs, oui, il y a une citation aussi extrêmement choquante de Golda Meir qui disait « Tous ceux qui ne parlent pas yiddish ne sont pas juifs ». Qu'est-ce que vous pensez de cette... Merci beaucoup. Donc d'autres questions? Oui. Ah oui, il faut que vous ayez le micro, de toute façon, on va vous le passer. Je voulais juste faire un petit commentaire sur le passage de l'espagnol à la berbérité, parce que mon récit familial est exactement opposé. Pendant des années, on est passé de la berbérité et on est revenu après des études sur l'espagnol. C'est pas intéressant ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étape intermédiaire qui prouve qu'on peut inventer n'importe quoi. Mon père, à un moment donné, pendant des années, a cru, et c'est peut-être vrai, que comme les tribus berbères, qui étaient très grandes, quand elles se promenaient avec, à leur sein, derrière, avec elles, accompagnaient des commerçants juifs, ces commerçants juifs prenaient le nom de la tribu berbère. Donc on peut penser que si on a le nom d'une tribu berbère, on peut être aussi juif. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Merci beaucoup. Deux autres questions. Oui, moi je suis née à Casablanca. Et j'ai vécu pendant 17 ans à Casablanca toute mon enfance. Mais moi, j'ai le souvenir de mon père qui était, voilà, il faut dire que mon père se sentait très français et les juifs marocains se sentaient très français.
Et je pense que la colonisation a apporté beaucoup, parce qu'elle a, enfin, je ne veux pas être très réactionnaire en ce sens-là, mais a aboli ce statut de dhimmi. Et moi, je sentais toujours cette adhésion à la France qui était ressentie comme une trahison par les musulmans. Mais elle était importante, et les écoles de l'Alliance ont quand même apporté beaucoup. Et pour dire, quand M. Guy Sidbon dit qu'effectivement on n'a rien fait, c'est aussi parce que en termes musulmans, on ne pouvait pas aller à l'université, et que mon arrière-grand-père envoyait ses enfants à l'étranger pour les éduquer tout de même. Et aussi, pour finir sur le communisme, c'est vrai aussi que ça correspondait aux valeurs de la Torah, c'était quand même très proche aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question, le monsieur qui est là, voilà, et on va finir par cette question. Allez, prenez le micro. On va vous le donner, Ne soyez pas trop impatient. Ce que je voulais dire, c'est que si vous allez en Tunisie, peut-être en Algérie aussi, et que vous allez dans les partis communistes, il y a encore le parti communiste là-bas, et vous leur demandez quels étaient les juifs qui ont fréquenté le parti communiste, ils vont dire, ah bon, il y avait des juifs ici au parti communiste, hein, non? Et les historiens qui font les musulmans, qui font des histoires de l'Ariana, moi je suis de l'Ariana, hein, de la banlieue de Tunis, et ben il a écrit un livre sur l'Ariana, il y a pas, alors que l'Ariana c'était 99% de juifs, il n'y a pas une seule anecdote sur les juifs. C'est un arabe qui l'a écrit, et je lui ai dit c'est dommage, alors vous devrez retourner à l'école. Voilà. Toute l'histoire des juifs, si on pouvait l'exclure, ça serait très bien. Merci beaucoup. Elle est fort close, mais merci beaucoup, mais ça ils vont vous répondre aussi. Peut-être Guy sur la question du communisme. Oui, un mot sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'effacement dans la connaissance, la mémoire des jeunes nord-africains, l'effacement de l'existence de ces juifs. Je me baladais dans mon village, dans ma ville, Monastir, il y a quelques années, et on me voyait comme un touriste. J'étais avec une dame européenne et on me voyait comme un touriste. Et donc des enfants m'ont suivi, comme on suit les touristes. Et je me suis adressé à eux en arabe monastirien. Et ils ont été sidérés comment un touriste, et ils reconnaissent bien l'accent, la différence entre l'accent de la ville et l'accent du village voisin. Ils connaissent. Et ils disent comment un touriste peut-il parler ma langue de la famille. Et je lui dis, bon, ben, je suis né à Monastir et je suis monastirien. Ah bon? Il n'arrivait pas à comprendre et je lui dis, je suis juif. Ils sont partis tous les quatre d'un éclat de rire, ils avaient 15 ans. C'est comme si je les prenais pour des enfants, que je leur disais que j'étais barbe bleue, et que le monstre existait. Et que je leur ai pensé que j'étais un monstre. Mais nous, on n'est pas des enfants, on sait bien que tu peux pas l'être, etc. Pour eux, le mot juif, Léoud, c'est l'adou. L'adou, c'est la définition de l'ennemi monstrueux. Comment aurait-il pu vivre parmi nous comme si on leur disait que des monstres vivaient parmi eux? Donc c'était absolument impossible, effectivement. Pour ce qui est du communisme, oui, nous cherchions avec certitude un universalisme qui nous détache de cette stagnation millénaire. Et donc, on l'a fait. On l'a fait de façon antagoniste avec notre milieu. Et tout cela est révolu. Notre milieu aussi a évolué. Nous aimons désormais Israël que nous détestions en ce temps-là. Et là, vous passez au communautarisme. Vous dites, est-ce que cette universalisation communiste serait en rapport avec le refus des existences communautaires en France? Non. Nous, on dépassait complètement la nation. Ici, au contraire, si les Français, dans leur masse, beaucoup, ont du mal à accepter notre particularité,
particularité, notre désir de continuer à maintenir ce groupe dans ce qu'il a dans ses particularités. Ils ont du mal, ils appellent ça le communautarisme. Et pour eux, ça s'oppose à la nation. Pour nous, c'est simplement une existence de quartier. Et avec des allégeances autres, c'est la vérité. Nous avons une allégeance à Israël, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas. Ils ont plutôt une tendance à trouver que l'Israël, c'est tous des assassins et qui tuent les enfants. Et nous, non, nous, on aime. Et ça fait déjà... Donc, notre, aussi bien pour nous, surtout pour les musulmans, les arabes, évidemment. Nous, on est secondaire, mais on est la communauté la plus communautariste en France, de très loin. La mieux organisée, la plus homogène, la plus riche, la plus solidaire. S'il y a un communautarisme en France, il est d'abord nous, hein, il faut le dire à personne. Mais, et ça, c'est très, 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 très mal perçu. Ça n'a rien à voir avec... Leur réaction n'a rien à voir avec ce qu'était la nôtre, c'est-à-dire qu'elle était communiste, qui était universaliste, et donc dépasser elle-même la nation. L'anticommunautarisme, aujourd'hui, dans une partie de l'Occident, dans une bonne partie de l'Europe, c'est au contraire une protection de l'homogénéité nationale et d'une certaine manière un peu de xénophobie, il faut bien le dire, hélas. Merci beaucoup. Annie, sur le même sujet, je pense. Oui, je voulais dire que mon expérience très proche de celle de Guy et pourtant complètement différente. J'étais de retour, je reviens assez souvent au Maroc et j'étais de passage à Mogador où quand un homme d'un certain âge a su que ma famille était originaire de Mogador et que donc j'étais une juive du Maroc, ce que j'ai senti, moi au contraire, c'est une véritable mélancolie. Et ce qu'il m'a dit en arabe, je peux le traduire là, c'était Mogador sans ses juifs, c'est comme une soupe sans sel. Et j'ai très souvent senti, alors il est vrai, dans les générations qui ont vécu cette mixité. Bon, mais je pense que peut-être le cas du Maroc est un peu différent, puisque le roi du Maroc vient en fait de publier une constitution. Dans cette constitution, et je crois que c'est assez rare dans le monde arabe, la constitution fait état de la mixité des origines et des cultures, reconnaissant à la fois la présence de la culture juive et la présence de la culture berbère. Et la plupart de mes amis marocains musulmans sont heureux, se félicitent de cette, de cette avancée, pas seulement pour nous les juifs, ils s'en félicitent pour eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'un pays où des mythes où il n'y a pas de l'autre, où il n'y a pas de mixité, ce sont des pays qui sont en proie au plus grand danger. La dernière chose, madame, vous demandiez que faire de cette identité, une fois qu'on l'a définie, qu'on essaye de la préserver. Alors ma première réponse était, je ne sais pas si forcément une identité doit servir à quelque chose, elle nous sert à nous, je crois, à vivre, à essayer de voir un peu plus clair dans nos choix, mais si elle devait servir, il me semble que la mémoire de ces juifs est une mémoire métissée, quels que soient les titres et les noms qu'ils veulent se donner. C'est la mémoire d'une mixité, d'un métissage, d'une complexité, je crois, d'un entremêlement des origines, et que cette conscience pourrait nous servir, et nous a souvent servi, à ne pas nous faire embrigader par les extrémismes, à nous méfier de ceux qui disent être les vrais juifs, les vrais marocains, les vrais, tous ceux qui sont vrais et purs, les seuls. Et voilà, le souvenir, moi, que j'ai, je sais qu'on fait toujours des idéalisations de son passé, mais le souvenir de cette culture, qui m'est sans doute le plus proche, c'est celle d'une culture de tempérance, d'une culture de la mesure, y
compris sur le plan religieux. Et je crois que si nous avions quelque chose à préserver, ce serait cette ouverture, cette tempérance. Et cet esprit de modération. Hein, voilà. Merci beaucoup Annie Dayan-Rosenman. C'est presque une très belle conclusion hein, pour notre table ronde de ce matin. Et je cède la parole tout de suite à Benjamin qui va, avec son art de la synthèse consommée, répondre à toutes les questions qui ont été posées. Non, c'était simplement des petites précisions historiques sur la question du communisme et de l'universalité. Il y a un palier intermédiaire entre l'arrachement à sa condition de juif du ghetto et le passage au communisme. C'est le passage par la République. Et ça, c'est aussi une forme d'universalité, mais qui n'est pas le communisme. En particulier, l'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, a joué un très grand rôle dans l'engagement du côté de la République française des communautés juives d'Afrique du Nord, et qui se sont sentis très concernés par cette histoire républicaine, y compris dans des pays qui n'étaient pas sous la tutelle directe de la France, hein, des pays comme le Maroc ou autres. Donc il y a le républicanisme qui a joué un très grand rôle avant le passage au communisme. Il a préparé quelque part le passage au communisme. C'est très important à analyser, parce que même y compris avant le passage au communisme, il y avait le passage, y compris en Tunisie, par la social-démocratie, le socialisme non communiste. Je pense en particulier à Cohen Adria. Ce sont des petits points d'histoire, hein, c'est pas, disons, pour préciser, parce qu'en termes de séquence et de temporalité historique, c'est pas tout à fait pareil. On passe pas directement comme ça au communisme. Ça, c'est une précision historique qu'il faut. D'où le fait, d'ailleurs, en France, qu'on a beaucoup de membres des communautés juives, en rapport avec cette filiation, cette généalogie historique, sont attachés à la République. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de cette mémoire-là, hein, du détachement par rapport à la condition d'origine, par l'école, par la République et par l'investissement dans la gauche républicaine de cette époque-là, c'est-à-dire de la fin du 19e, début du 20e siècle, etc. Donc c'est pas disons que c'est pas quelque chose qui peut être, disons, un passage radical. C'est ça que je veux expliquer, parce que sinon, en histoire, il n'y a pas comme ça d'arrachement, de passages radicaux du jour au lendemain. La deuxième chose de précision historique, toujours pour disons, poursuivre ce débat sur le problème de la mémoire effacée dans les pays arabes, et particulièrement pour ceux que je connais, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. C'est une dimension qui est beaucoup plus complexe que ça aussi. C'est-à-dire que là, tu as évoqué des enfants de 15 ans, et je pense que c'est vrai, l'histoire des Juifs a disparu des manuels scolaires, de l'enseignement, etc. Mais attention, il y a le problème de la mélancolie et de la nostalgie qui existe dans les vieilles générations toujours vivantes. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est-à-dire les gens qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, 70 ans, même 50 ans, il y a toujours, et encore, ça vient d'être rappelé par Annie, bien sûr, il y a encore cette nostalgie, cette mélancolie, disons, d'une présence juive qui s'est effacée. Alors, il peut y avoir du ressentiment, ils sont partis, pourquoi ils sont partis, etc. Mais il y a quand même une forme, disons, de circulation nostalgique qui existe sur l'existence, disons, des Juifs à l'intérieur du monde arabe. Et malgré, je dirais malgré, les effacements étatiques, c'est-à-dire malgré la volonté de ne pas faire figurer ces histoires, il y a aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, dans une partie, petite certes, mais importante, élite musulmane, la volonté de se réapproprier cette histoire juive. Il y a toute une série de chercheurs, d'intellectuels, qui se battent aujourd'hui dans des conditions difficiles, auxquelles il faut rendre hommage, parce que sinon l'histoire est toujours vue de manière unilatérale. Mais je pense à un personnage comme Kazdarli, en Tunisie, Habib Kazdarli, qui a été doyen de l'université de la Manouba à Tunis. On avait reçu la règle du jeu d'ailleurs par téléphone. Absolument, et qui est un personnage très important, qui écrit sur l'histoire juive dans des conditions, disons, difficiles, pas simples, et qui a des doctorants avec lui, hein, qui veulent savoir, comprendre, connaître ce qu'a été cette histoire et se la réapproprier. Les peuples peuvent pas vivre tout le temps en état d'amnésie, de ressentiment, de haine, d'effacement. Il y a aussi toute cette part, disons, de recherche profonde qui existe en Tunisie, qui existe aussi au Maroc. Je pense à un grand historien marocain qui s'appelle Ken Bib, qui est un grand historien marocain qui a travaillé sur les dhimmi. Il a été un des premiers à travailler sur l'esclavage aussi, parce que c'est aussi un aspect important. C'est pour ça que j'insiste toujours sur les apports des historiens, parce que qui sont très antérieurs quelquefois, qui sont des personnages peu connus au moment où ils écrivent, mais dont on reconnaîtra le mérite peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans. Et Ken Bib est un grand historien marocain, aujourd'hui, toujours vivant, qui circule, prononce des conférences dans le reste du monde arabe ou ailleurs. Et tous ces chercheurs qu'on a rassemblés, qu'on a découverts, qu'on a essayé d'encourager, précisément dans l'histoire des relations juifs-musulmans,
qu'on a dirigé avec Meddeb. Ça n'a pas été simple, mais il y avait quand même énormément de chercheurs, de jeunes chercheurs, des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour dire que il ne faut pas perdre le fil. Je veux dire, à travers les logiques de haine, de confrontation et d'extrémisme, il y a toujours la possibilité de conserver des fils. Hein, parce que si on dit tout est fini, l'histoire est terminée, elle s'est accomplie, alors il n'y a plus qu'à passer à la guerre, quoi. Je veux dire, si on a un descriptif absolument unilatéral, terrible, négatif, hostile, alors il faut se préparer à des confrontations, à des guerres, etc. Moi, je crois plus à la bataille culturelle qui vise à la réinstauration des espaces culturels mixtes. Je sais que c'est une bataille qui est très dure. On peut dire, bon, c'est de la naïveté, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est fini, tout ça c'est terminé. Moi, je ne crois pas qu'il faille avoir une pensée catastrophiste, définitive et radicale, hein, sur le fait que ces pays sont fermés, ils sont terminés et opposés par rapport à l'Occident, etc. C'est pas vrai. Il y a toute une série de batailles démocratiques qui passent par la réappropriation culturelle et qu'on se doit d'encourager ici, de l'autre côté de la Méditerranée, ici, en France et en Europe. Qu'on doit faire connaître toute une série de penseurs, d'intellectuels, d'écrivains, de femmes, hein, qui combattent aujourd'hui. Et la question de la réappropriation de la mémoire juive, elle fait partie de cette bataille démocratique. Elle est dans cette bataille démocratique. Et la preuve, c'est qu'en Maroc, le roi, effectivement, a réintroduit récemment, enfin il y a quelques années déjà, la dimension juive et berbère, etc., dans la constitution marocaine. C'était absolument inouï, disons, dans l'histoire du monde arabe aujourd'hui. On n'en est pas là, par exemple, aujourd'hui en Algérie, ça c'est évident. La bataille en Algérie est une bataille très très difficile, hein, à cause d'histoires qu'on ne va pas ici reprendre, hein, le nationalisme arabe, de ce que ça signifiait, etc. Mais il y a des chercheurs aujourd'hui, en Algérie aussi, qui travaillent sur la musique, en particulier, qui travaillent sur ces fameuses... La musique, c'est pas négligeable. Hein. C'est pas une... Pour moi, je ne considère pas que c'est un sous-art qui nous renvoie à 1000 ans en arrière. Je ne crois pas du tout. Il y a une tradition musicale qui est très très forte, une tradition arabo-andalouse qui est très puissante, qui a été portée par de grands musiciens juifs et qui est reprise aujourd'hui par des orchestres, aujourd'hui, de musique musulmans constantinois. Il faut le savoir. Et oui, qui joue la musique de Raymond, aujourd'hui à Constantine, dans les mariages. De Cheikh Raymond. Hein. Et dans les circoncisions, je le sais, puisque moi-même j'ai assisté à ça, il l'a récemment. Et j'étais très ému, parce que c'est des gens qui ont 30 ans, et qui se réapproprient cette musique dans des conditions qui ne sont pas simples. Je parie là-dessus, même si je peux paraître aujourd'hui très naïf, je le sais. Merci beaucoup Benjamin Stora pour cette conclusion raisonnablement optimiste. Vous avez raison, il y a peut-être une logique de réparation qui est à l'œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer à l'issue de cette passionnante conversation. Les clés retrouvées, c'est votre nouveau livre, on s'est largement appuyé dessus, Une enfance juive à Constantine, aux éditions Stock. Paul Ajax, c'est Au moins il ne pleut pas, un roman, lui, hein, en revanche, on l'a bien compris, également aux éditions Stock. Je renvoie aussi à votre livre commun avec Abdelwahab Meddeb, l'histoire des relations des Juifs, monumentale histoire des relations des Juifs et des musulmans, aux éditions Albin Michel. Toute la bibliographie abondante, très abondante, notamment son livre Juif arabe de Guy Sidbon. Je renvoie aussi, bien sûr, aux alphabets de la Shoah, chez Annie Dayan Rosenman, ainsi qu'à vos études sur Albert Memmi. Je vous remercie évidemment tous les quatre, Paula qui est partie, de ce séminaire passionnant. Vos questions, on se retrouve donc sur le site de la Règle du Jeu, www.laregledujeu.org, et à très bientôt pour une nouvelle séance de la Règle du Jeu. Merci à tous.